La sonnerie du téléphone brise le silence de l'après-midi. Céline observe l'écran où s'affiche le nom « Papa », comme un écho d'un passé révolu. 8 mois se sont écoulés depuis leur dernière conversation. 8 mois de silence pesant qui ont suivi l'explosion de sa vie conjugale. Elle hésite longuement avant de décrocher, sentant son cœur s'accélérer malgré elle. « Allô, papa ? Céline, ma chérie. » Sa voix porte une gravité inhabituelle, une fatigue qu'elle ne lui connaissait pas. « J'aimerais que tu viennes déjeuner dimanche prochain. Toute la famille sera réunie. » Le mot « famille » résonne douloureusement dans sa poitrine. Cette famille qui l'a regardé sombrer sans tendre la main, qui a fermé les yeux sur sa souffrance quand Marc l'a quitté pour Amélie. Cette même famille qui continue de recevoir son ex-mari comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas brisé 28 ans de sa vie. « Papa, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. » « C'est important, Céline. Plus important que tu ne peux l'imaginer. » Quelque chose dans son intonation la surprend. Une urgence sourde, presque suppliante, qui ne ressemble pas à l'homme qu'elle connaît. Elle se lève de son canapé et parcourt lentement son petit appartement, ce refuge qu'elle s'est construit après le naufrage. Les factures s'accumulent sur la table de la cuisine, témoin silencieux de sa nouvelle réalité de graphiste indépendante qui peine à joindre les deux bouts. Amélie sera présente ? La question lui échappe, chargée d'une vulnérabilité qu'elle aurait préféré cacher. Oui, avec Marc. Évidemment. Amélie et Marc, le couple parfait qui étale son bonheur sur tous les écrans. Céline ferme les yeux et revoit malgré elle leurs photos de mariage, leurs sourires radieux, qui proclament une joie construite sur les ruines de son propre bonheur. Comment peut-on rayonner ainsi quand on a détruit la vie de quelqu'un d'autre ? Je ne pense pas en avoir la force, papa. Céline, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu sois là. Besoin. Quand a-t-il prononcé ce mot à son intention pour la dernière fois ? Quand l'a-t-il choisi, elle, plutôt qu'Amélie ? Sa demi-sœur qui réussit tout ce qu'elle entreprend, qui charme tout le monde sur son passage, qui a même réussi à lui voler l'homme qu'elle aimait. 13 heures, comme autrefois. Oui, comme autrefois. Un silence chargé d'émotions. Merci, ma petite fille. Ma petite fille. Ces mots qu'il n'a plus prononcés depuis ses 12 ans, depuis la mort de sa mère, depuis qu'Amélie est entrée dans leur vie avec sa beauté éclatante et son charisme naturel. Après avoir raccroché, Céline demeure immobile devant la fenêtre, contemplant son reflet dans la vitre. 32 ans, le visage marqué par des mois de nuits difficiles, les cheveux châtains qui ont perdu leur éclat d'antan, bien loin de l'image de réussite qu'elle s'efforce de projeter dans sa vie professionnelle. Son téléphone sonne à nouveau. Sarah, sa plus fidèle amie. « Alors, toujours d'accord pour notre déjeuner de dimanche ?» Céline marque une pause. Sarah, qui l'a soutenue dans les moments les plus sombres, qui l'a trouvée effondrée le jour où elle a découvert la trahison, qui l'a aidée à remonter la pente quand tout semblait perdu. « En réalité, mon père vient de m'inviter à déjeuner en famille. » « Céline, tu ne vas tout de même pas accepter ? Je pense que si. Mais enfin, pourquoi t'infliger cela ? Ces gens t'ont abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Sarah a raison, bien sûr. Mais quelque chose dans la voix de son père l'intrigue, cette fêlure inhabituelle qu'elle n'avait jamais perçue auparavant. Il m'a semblé différent, préoccupé. Et alors, il t'a laissé tomber quand tu souffrais. Amélie n'a qu'à claquer des doigts pour qu'il accourt. Mais quand c'est toi qui as besoin de lui, je sais tout cela. Céline s'assoit lourdement sur son lit. Mais je dois y aller, Sarah. Je dois leur montrer que je vais bien, que je ne suis pas cette pauvre Céline qui s'apitoie sur son sort. Tu n'as rien à prouver à personne, ma chérie. Pourtant, si, elle doit se prouver à elle-même qu'elle peut les affronter sans faiblir, qu'elle peut entendre le rire d'Amélie sans que ses jambes se dérobent, qu'elle peut regarder Marc sans que son cœur se brise une fois de plus. J'irai, c'est décidé. Alors je t'accompagne et j'attends dehors. Au moindre problème, tu sors. Céline sourit doucement. Sarah, son ancrage dans cette tempête qui dure depuis des mois. D'accord, merci. Une fois seule, Céline se dirige vers son armoire et contemple ses quelques tenues correctes. Demain, elle devra jouer la comédie de la femme forte, celle qui a su rebondir après la catastrophe. Elle choisit sa robe noire, celle qui lui donne de l'assurance, celle qu'elle portait le jour où elle a décroché son plus beau contrat. « Je peux y arriver », murmure-t-elle à son reflet dans le miroir. « Je dois y arriver. » Pourtant, au fond d'elle-même, une inquiétude grandit. Pourquoi cette urgence dans la voix de son père ?
Et pourquoi sent-elle que ce déjeuner ne ressemblera à aucun autre? Le dimanche matin arrive avec cette lourdeur particulière des jours redoutés. Céline s'éveille avant l'aube, l'estomac noué par une angoisse sourde qui l'accompagne depuis qu'elle a raccroché le téléphone. Elle demeure allongée dans l'obscurité, écoutant les bruits familiers de la ville qui s'éveille, repoussant le moment où elle devra se lever et affronter cette journée. Quand elle finit par se dresser dans son lit, ses gestes sont lents, mesurés, comme si elle préparait un rituel. Elle se dirige vers la salle de bain et observe longuement son reflet dans le miroir. Aujourd'hui, son apparence doit être irréprochable, non par coquetterie, mais par nécessité. Chaque détail de sa tenue, chaque trait de maquillage constituera une pièce de l'armure qu'elle doit revêtir pour survivre à cette épreuve. Sous la douche, l'eau chaude emporte une partie de ses tensions, mais les souvenirs affluent malgré elle. Cette première rencontre avec Marc à la bibliothèque universitaire, où ils avaient disputé le dernier exemplaire d'un manuel d'histoire de l'art. Son sourire désarmant quand il avait finalement accepté de le partager avec elle. Leur longue conversation nocturne qui se prolongeait jusqu'à l'aube. Leur rêve d'avenir qu'ils tissaient ensemble avec cette insouciance de la jeunesse. Elle ferme les yeux et sent encore la douleur vive de ce moment précis où elle l'avait présenté à sa famille. Le regard de Marc qui s'était attardé sur Amélie, cette lueur particulière qu'elle avait feint de ne pas remarquer. Sa demi-sœur, alors âgée de 18 ans, rayonnante dans sa robe d'été, qui avait capté l'attention de tous comme elle savait si bien le faire. « Céline, tu as vraiment de la chance », avait murmuré Amélie ce jour-là, ses yeux pétillants fixés sur Marc. Une phrase anodine en apparence, mais qui résonne aujourd'hui comme un présage. Le sèche-cheveux couvre le bruit de ses soupirs. Dans la glace, elle voit se dessiner les contours de la femme qu'elle doit incarner aujourd'hui, forte, sereine, épanouie. Une version d'elle-même qui n'existe que dans son imagination, mais qu'elle doit rendre crédible le temps d'un déjeuner. Le maquillage devient un art de guerre. Chaque coup de pinceau efface les traces de ses nuits blanches. Chaque trait de crayon redessine une confiance qu'elle ne possède plus. Elle choisit un rouge à lèvres discret mais déterminé, celui qu'elle portait le jour de son entretien d'embauche chez son premier employeur. Un talisman de courage. Sa robe noire l'attend, suspendue à la porte de l'armoire comme un étendard. Elle la revêt avec solennité, ajuste chaque pli, vérifie chaque détail. Cette robe l'a accompagnée dans ses moments de triomphe professionnel. Elle doit aujourd'hui l'aider à traverser cette épreuve personnelle. Le téléphone sonne. Sarah, ponctuelle comme toujours. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» Comme quelqu'un qui s'apprête à marcher sur des charbons ardents. Il est encore temps de renoncer. Nous pouvons partir nous promener au bord de l'eau. Oubliez tout cela. Céline sourit malgré la tension. Sarah, toujours prête à la sauver d'elle-même. Non, j'ai besoin de le faire. Pour moi. Alors je serai là, juste à côté si tu as besoin. Merci, cela me donne du courage. Après avoir raccroché, Céline rassemble ses affaires avec des gestes méticuleux. Son sac à main, ses clés, ce parfum délicat qu'elle réservait autrefois aux grandes occasions. Chaque objet choisi contribue à construire cette version de herself qu'elle présente au monde. Avant de partir, elle prend une dernière fois ses repères dans ce petit appartement qui est devenu son refuge. Ces murs qui ont été témoins de ses larmes et de ses rages, de ses nuits à ressasser le passé et de ses matins à reconstruire l'avenir. Cette vie qu'elle s'est créée seule, loin du chaos familial, loin des jugements et des comparaisons. Dans le miroir de l'entrée, elle ajuste une dernière fois sa posture. Les épaules droites, le menton relevé, ce sourire qu'elle a appris à maîtriser pour masquer sa vulnérabilité. Elle ressemble presque à la femme qu'elle était avant que tout s'effondre. « Je peux y arriver », répète-t-elle comme une litanie. « Je vais leur montrer qui je suis vraiment. » Mais au moment de franchir le seuil, une question lancinante traverse son esprit. Qui est-elle vraiment, au fond, la femme brisée qui pleure en secret, ou cette guerrière qu'elle s'efforce d'incarner? Dans quelques heures, elle le saura. Dans quelques heures, elle devra regarder en face ceux qui ont détruit sa vie et leur prouver qu'ils ont échoué à la détruire complètement. La porte se referme derrière elle avec un claquement définitif. Le compte à rebours a commencé. La grille de la propriété familiale se dresse devant Céline comme un portail vers un passé qu'elle aurait préféré oublier. Cette imposante demeure bourgeoise où elle a grandi n'a jamais vraiment été la sienne. Pas depuis que son père s'est remarié et qu'Amélie est venue transformer l'équilibre de leur foyer. Elle pousse lentement le portail,
Ses pas crissent sur le gravier de l'allée qu'elle a parcouru tant de fois, enfant, avec cette impression d'être tolérée plutôt qu'attendue. La BMW noire de marque trône dans l'allée, rutilante sous le soleil d'automne. Ce véhicule qu'elle a côtoyé pendant des années, dans lequel elle a voyagé vers leur destination de vacances, leurs week-ends amoureux. Voir cette voiture ici, dans cette cour familiale, comme si son propriétaire avait naturellement sa place parmi les siens, provoque en elle une nausée sourde qu'elle s'efforce de réprimer. Elle gravit les marches du perron, chaque pas résonnant comme un défi lancé à elle-même. Avant même qu'elle n'ait le temps de sonner, la porte s'ouvre sur sa belle-mère, Michel, qui l'accueille avec ce sourire factice qu'elle a perfectionné au fil des années. « Céline, ma chérie, comme tu es élégante. Entre donc. Tout le monde t'attend. Tout le monde. » Cette expression qui sonne comme une exclusion déguisée, comme si elle n'appartenait pas naturellement à ce tout le monde. Céline pénètre dans le vestibule aux murs ornés de photos de famille, où son visage se fait de plus en plus rare au fil des années, progressivement remplacé par celui d'Amélie dans tous les moments importants. « Papa va bien ?» s'enquiert-elle en suspendant son manteau. « Oh, tu sais, il a ses petites préoccupations en ce moment. Rien de grave, j'espère. » Cette réponse évasive intrigue Céline. Michel n'a jamais été du genre à minimiser les problèmes de son époux, au contraire. Un détail qui s'ajoute à l'étrangeté de la situation. Le salon s'ouvre devant elle comme un théâtre où se joue une pièce qu'elle connaît par cœur. Son père se lève de son fauteuil habituel et elle est frappée par sa maigreur. Quand a-t-il autant vieilli? Ses traits se sont creusés, ses épaules se sont voûtées, et quelque chose dans son regard trahit une fatigue profonde qu'elle ne lui avait jamais vue. « Ma petite fille », murmure-t-il en la serrant dans ses bras. Cette étreinte, plus longue et plus intense que d'habitude, confirme ses soupçons. Quelque chose ne va pas. Son père n'est pas homme à exprimer ses émotions avec tant d'évidence. C'est alors qu'Amélie fait son apparition, descendant l'escalier avec cette grâce naturelle qui lui a toujours été propre. À 28 ans, elle possède cette beauté éclatante qui ne semble pas connaître l'usure du temps. Sa robe créateur épouse parfaitement ses formes. Ses cheveux blonds ondulent avec une perfection qui semble effortless, mais qui cache certainement des heures de soin. Elle rayonne de cette confiance sereine de quelqu'un qui a toujours obtenu ce qu'elle désirait. « Céline, quelle surprise de te voir ici !» Surprise, comme si sa présence était incongrue dans la maison de son propre père. Amélie l'embrasse avec cette chaleur calculée qu'elle maîtrise si bien, et Céline respire malgré elle ce parfum coûteux qui flotte autour de sa demi-sœur, comme un nuage de sophistication. « J'espère que tu vas bien », poursuit Amélie, avec cette sollicitude teintée de condescendance qu'elle sait si bien doser. « Tu as l'air fatiguée. » Marc apparaît à son tour, sortant de la cuisine avec un verre à la main. Le voir dans ce décor familier, évoluant avec l'aisance de celui qui se sent chez lui, provoque en Céline un pincement au cœur qu'elle espérait avoir dépassé. Il porte cette chemise bleue qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire, celle qu'il prétendait préférer entre toutes. Leurs regards se croisent brièvement. Dans ses yeux, elle lit un mélange de gêne et de défi, comme s'il cherchait à la fois à éviter sa présence et à l'affronter. Il s'approche avec cette démarche qu'elle connaît si bien, cette façon particulière qu'il a de se mouvoir quand il n'est pas à l'aise. « Céline », dit-il simplement, en guise de salutation. Un prénom, rien d'autre, pas même un bonjour qui aurait marqué un minimum de civilité. Cette froideur calculée blesse plus qu'une agression ouverte. Elle lui répond d'un hochement de tête, refusant de lui donner la satisfaction de voir à quel point sa simple présence la perturbe encore. « Nous passons à table ?» propose Michel avec cette jovialité forcée qui caractérise les réunions familiales tendues. Le déjeuner s'organise selon un protocole non dit, mais parfaitement rodé. Son père préside, Michel s'affaire avec l'efficacité de la maîtresse de maison accomplie, Amélie et Marc forment ce couple parfait qui attire naturellement l'attention et la bienveillance. Céline prend place sur sa chaise habituelle, celle qui lui a toujours été assignée depuis l'enfance, légèrement en retrait, comme si sa position à table reflétait sa place dans cette famille. Pendant que Michel sert l'entrée, Céline observe discrètement son père. Il consulte fréquemment son téléphone avec une nervosité inhabituelle. Ses gestes trahissent une tension qu'il s'efforce de dissimuler. Quand il croise son regard, il lui adresse un sourire qui se veut rassurant, mais qui ne parvient pas à masquer son inquiétude. « Alors, Céline, comment se portent tes affaires ?»
demande Amélie avec cette curiosité qui ressemble davantage à de l'indiscrétion qu'à un véritable intérêt. Très bien, merci. C'est formidable. Il faut tant de courage pour se lancer seul dans l'entrepreneuriat. Surtout après... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après quoi? Après que tu m'aies volé mon mari? Après que ma vie se soit écroulée? Céline serre les dents, refuse de mordre à l'hameçon. L'orage approche. Elle le sent dans chaque regard échangé, dans chaque silence pesant, dans cette électricité particulière qui précède les grandes révélations. Quelque chose va exploser dans cette pièce, et elle ignore encore si elle en sortira debout ou en morceaux. Le déjeuner se déroule dans cette atmosphère feutrée des repas familiaux, où chacun joue son rôle à la perfection. Amélie monopolise gracieusement la conversation, évoquant sa récente promotion au cabinet d'avocat, où elle évolue avec l'aisance de celle qui a toujours su charmer ses supérieurs. Ses mots coulent avec fluidité, ponctuant ses succès professionnels d'anecdotes amusantes qui font sourire l'assemblée. Notre associé principal me fait de plus en plus confiance, raconte-t-elle en découpant délicatement sa viande. Il parle même de me confier le dossier Martineau, tu sais, cette grosse affaire de succession dont parlent tous les journaux. Marc acquiesce avec cette fierté du mari comblé, sa main effleurant celle d'Amélie dans un geste tendre qui n'échappe à personne. Céline observe cette démonstration d'harmonie conjugale, cette complicité affichée qui contraste douloureusement avec les derniers mois de son propre mariage. Quand Marc rentrait de plus en plus tard, quand leurs conversations s'étaient réduites à des échanges purement pratiques. « Et toi, Marc, comment se porte ton entreprise ?» s'enquiert le père de Céline. « Très bien, très bien. Nous venons de décrocher le contrat de rénovation électrique du nouveau centre commercial. 6 mois de travail assurés. » Céline écoute cette litanie de réussite en serrant discrètement sa serviette entre ses doigts. Cette impression familière de décalage, d'être spectatrice d'une pièce où elle n'a pas de rôle à jouer, où sa présence semble tolérée plus qu'attendue. « Et toi, ma chérie ?» La voix de son père l'attire de ses pensées. « Comment vas-tu? Tu sembles préoccupée. » Tous les regards convergent vers elle. Céline redresse instinctivement les épaules, rassemble ses forces pour jouer son personnage de femme épanouie. « Très bien, papa. Mon activité se développe. J'ai de nouveaux clients. C'est merveilleux. » intervient Amélie avec ce sourire bienveillant qu'elle maîtrise si bien. « Mais dis-moi, côté cœur, comment cela se passe-t-il? Toujours célibataire? Quelle tristesse !» Le mot « tristesse » prononcé avec cette fausse compassion résonne dans la pièce, comme une gifle délicatement assénée. Céline sent ses joues s'empourprer malgré elle, cette rougeur qui trahit toujours ses émotions les plus vives. « Je me concentre sur ma carrière pour le moment. »« bien sûr, poursuit Amélie d'un ton compréhensif. C'est important de prendre du temps pour soi après ce qu'il s'est passé. Il faut tourner la page, comme on dit. Tourner la page. » Cette expression banale devient dans la bouche d'Amélie une invitation à oublier, à faire comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas détruit un mariage de 8 ans. Marc, jusqu'alors silencieux, lève les yeux de son assiette. Son regard croise celui de Céline, et quelque chose s'allume dans ses pupilles. Une étincelle mauvaise, mélange de culpabilité et de défi. « Au moins maintenant je peux avouer, » dit-il d'une voix claire qui tranche le silence. « J'ai toujours eu honte de toi. Tu me dégoûtais. » Les mots tombent dans la pièce comme des pierres dans un étang, créant des ondulations de stupeur qui atteignent chaque convive. Michel suspend son geste, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Amélie ouvre de grands yeux, feignant la surprise, mais Céline décèle dans son expression une satisfaction à peine dissimulée. La phrase résonne aux oreilles de Céline avec la violence d'un coup de fouet. « Tu me dégoûtais ». Ces mots qu'elle redoutait d'entendre depuis des mois, cette vérité cruelle qu'elle soupçonnait mais qu'elle refusait de s'avouer. La nausée monte en elle, cette sensation familière de chute libre qui l'avait saisie le jour où elle avait découvert leur liaison. Mais au lieu de s'effondrer comme elle l'aurait fait quelques mois plus tôt, quelque chose d'inattendu se produit en elle. Une colère froide, cristalline, qui durcit ses traits et redresse son échine. Elle regarde Marc droit dans les yeux, soutient ce regard qui a tenté de l'humilier. C'est alors que son père se lève brusquement, repoussant sa chaise avec une violence inhabituelle. Son visage est livide, ses mains tremblent légèrement. Tous les regards se tournent vers lui, surpris par cette réaction soudaine. « J'ai quelque chose d'important à révéler », annonce-t-il d'une voix blanche. Le silence qui suit est assourdissant.
Amélie et Marc échangent un regard inquiet. Leur assurance vacille soudain. Michel pose sa main sur son cœur dans un geste d'appréhension. Et dans ce silence lourd de menaces, Céline comprend que sa vie va basculer une fois de plus. Son père demeure debout, les mains appuyées sur la table, le souffle court. Dans ses yeux, Céline lit une détermination qu'elle ne lui connaissait pas, mélangée à une tristesse profonde qui semble venir du fond de son âme. Le silence s'étire, lourd de menaces, tandis que chacun retient sa respiration. « Asseyez-vous tous », dit-il d'une voix qui ne souffre aucune contestation. Marc et Amélie échangent un regard inquiet. Leur assurance vacille, comme s'ils pressentaient que l'orage qu'ils croyaient maîtriser est sur le point de leur échapper. Michel joint ses mains sur ses genoux, visiblement troublé par l'attitude inhabituelle de son époux. « Il y a quelques semaines, j'ai consulté mon médecin pour des examens de routine, commence le père de Céline, ses mots pesés avec soin. Mon âge, vous comprenez ? Il fallait revoir certaines choses, notamment mes assurances, ma succession. » Céline sent son estomac se nouer. Cette introduction laisse présager une nouvelle qui bouleversera encore davantage sa vie déjà chaotique. Dans ce cadre, mon notaire a été amené à vérifier certains documents, certaines informations. Et c'est là qu'il a découvert quelque chose d'inacceptable. Son père sort lentement son téléphone de sa poche, ses gestes mesurés, contrastant avec la tension qui irradie de sa personne. Sur l'écran, des captures d'écran, des messages, des documents que Céline ne parvient pas encore à distinguer. Amélie, Marc, vous avez cru pouvoir agir dans l'ombre. Vous avez pensé que personne ne découvrirait votre petit arrangement. Le visage d'Amélie pâlit instantanément. Marc se redresse sur sa chaise. Ses jointures blanchissent tant il serre les poings. « De quoi parlez-vous » articule Amélie d'une voix qui se veut assurée, mais qui trahit déjà sa nervosité. « Je parle de vos messages, de vos plans, de votre complot pour dépouiller Céline de son héritage. » Les mots tombent comme des coups près. Le père de Céline fait défiler les captures d'écran sur son téléphone et sa voix se durcit à mesure qu'il lit. Message du 15 mars. L'idiote de Céline ne se doute de rien. Quand le vieux mourra, tout sera à nous. Message du 22 avril. J'ai rendez-vous avec le notaire demain. Il faut accélérer les choses. Chaque phrase lue à voix haute résonne dans la pièce comme une détonation. Céline sent le sol se dérober sous ses pieds, non pas de douleur cette fois, mais de stupéfaction. Cette trahison dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Vous avez consulté des avocats pour savoir comment m'exclure du testament. Vous avez falsifié des documents, tenté de me faire croire que Céline était déjà suffisamment gâtée par mes cadeaux précédents. Marc se lève brusquement, renversant presque sa chaise. Écoutez, c'est un malentendu, nous. Silence! La voix du père de Céline claque avec une autorité qui fait sursauter toute l'assemblée. Jamais Céline ne l'avait vue dans un tel état de colère froide. J'ai ici les preuves de vos transferts d'argent, Marc. Cet argent que tu as subtilisé sur les comptes communs pendant ton mariage avec Céline pour le verser à Amélie. J'ai vos consultations juridiques, vos recherches sur les successions, vos tentatives pour convaincre ma femme que Céline ne méritait pas sa part d'héritage. Michel sursaute, réalisant qu'elle aussi a été manipulée dans cette machination. Son regard navigue entre son époux et sa fille, la compréhension douloureuse se dessinant sur ses traits. Mais le plus révoltant, poursuit le père en fixant Marc de ses yeux brillants de colère, ce sont vos rires, ces enregistrements où vous vous moquez de ma fille, où vous la traitez de pauvre idiote qui ne comprend rien à rien. Amélie s'effondre sur sa chaise, les larmes commencent à perler au coin de ses yeux. Toute sa superbe s'évapore d'un coup, révélant une femme prise au piège de ses propres mensonges. « Papa, je peux tout expliquer. Explique-moi comment tu as pu trahir ta propre sœur. Explique-moi comment vous avez pu planifier pendant des mois de la dépouiller de ce qui lui revient de droit. » Marc tente une dernière parade, sa voix tremblante de panique. C'était juste. Nous pensions que Céline n'avait pas besoin. De quoi ? De justice ? De respect ? D'amour familial ? Le silence qui suit cette question est assourdissant. Céline observe cette scène surréaliste où sa famille implose sous le poids de la vérité. Cette révélation, si douloureuse soit-elle, lui apporte une forme de soulagement. Elle n'était pas folle, ses instincts ne l'avaient pas trompée. Son père repose son téléphone et regarde tour à tour Marc et Amélie. « Vous allez quitter cette maison, immédiatement.
Et ne vous avisez plus jamais de remettre les pieds ici. » Dans le silence qui suit, on n'entend plus que les sanglots étouffés d'Amélie et la respiration saccadée de Marc, pris dans les filets de leurs propres mensonges. Les jours qui suivent la révélation passent dans un brouillard étrange, comme si le monde autour de Céline s'était subitement réorganisé selon de nouvelles règles qu'elle peine encore à comprendre. Elle déambule dans son petit appartement, alternant entre moments de soulagement et vagues de désorientation profonde. Son téléphone n'arrête pas de sonner. Marc a tenté de l'appeler 17 fois depuis dimanche, laissant des messages de plus en plus désespérés sur son répondeur. Sa voix, autrefois si assurée, tremble maintenant d'une panique mal contenue. « Céline, je t'en prie, rappelle-moi, il faut qu'on parle. Ce n'est pas ce que tu crois. » Amélie m'a manipulée. Je n'étais pas conscient de tout ça. Elle efface chaque message sans l'écouter entièrement. Cette facilité avec laquelle il rejette la responsabilité sur Amélie, cette lâcheté qui consiste à se présenter comme une victime alors qu'il était un complice actif, tout cela la dégoûte bien plus que sa trahison initiale. Amélie, quant à elle, a complètement disparu des écrans radars familiaux. Michel, bouleversé par les révélations, a confié à Céline que sa fille avait quitté la région sans laisser d'adresse. Une fuite qui ressemble davantage à une débandade qu'à un départ organisé. Elle a pris quelques affaires et elle est partie, a expliqué sa belle-mère au téléphone, la voix brisée. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une chose pareille. À sa propre sœur. Sœur. Ce mot résonne étrangement aux oreilles de Céline. Elles ont grandi ensemble, partagé la même maison, les mêmes parents d'adoption. Comment Amélie a-t-elle pu planifier sa destruction avec une telle froideur? Le mercredi matin, son père se présente à sa porte. Il semble avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Ses traits tirés trahissent des nuits blanches, passées à ruminer les événements. Il tient à la main un dossier épais qu'il pose délicatement sur la table de cuisine. « Je voulais te montrer l'étendue de leurs agissements, » dit-il en s'asseyant face à elle. « Mon notaire a tout reconstitué. Les documents révèlent l'ampleur de la machination. Pendant des mois, Marc avait détourné de petites sommes de leur compte commun, des montants suffisamment modestes pour passer inaperçus. Ces virements réguliers vers un compte qu'Amélie avait ouvert spécialement à cet effet représentent au final une somme considérable. « 15 000 €, murmure Céline en parcourant les relevés. « Il a volé 15 000 € pendant notre mariage. Nous porterons plainte, bien sûr. Mais ce qui me révolte le plus, c'est ceci. » Son père sort une liasse de documents, des consultations juridiques, des recherches sur les moyens d'exclure un héritier, des projets de testament modifiés, tout un arsenal légal destiné à la priver de ses droits. Ils ont même consulté un détective privé pour fouiller dans ta vie privée, chercher des éléments qu'ils pourraient utiliser contre toi. Cette information la glace. L'idée qu'ils aient pu épier sa vie, documenter ses moindres faits et gestes pour les retourner contre elle, lui donne la nausée. « Papa, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Tu savais forcément qu'Amélie agissait étrangement. » Son père baisse les yeux. Ses mains tremblent légèrement. « J'ai été aveugle. Quand Amélie est arrivée dans notre famille, j'ai voulu compenser l'absence de son père biologique. J'ai peut-être trop donné, trop cédé. Et quand tu as épousé Marc, j'ai cru que tu étais heureuse, que tu n'avais plus besoin de moi. » Cette confession touche Céline plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Pour la première fois depuis des années, son père reconnaît ses erreurs, assume ses responsabilités dans la dynamique familiale toxique qui s'est installée. « J'aurais dû te protéger, » poursuit-il. « J'aurais dû voir que tu souffrais. Tu n'aurais pas pu deviner à quel point ils étaient tes calculateurs. Si, j'aurais dû. Un père doit protéger ses enfants, tous ses enfants, même quand ils sont adultes. » Ils restent silencieux un moment, digérant ensemble le poids de ces révélations. Céline réalise progressivement que cette trahison, si douloureuse soit-elle, lui offre paradoxalement une forme de libération. Plus jamais elle ne doutera de ses instincts. Plus jamais elle ne se laissera convaincre qu'elle imagine des choses qui n'existent pas. « Que comptes-tu faire maintenant ?» demande son père. « Je ne sais pas encore. Reconstruire, je suppose. Apprendre à faire confiance à nouveau, peut-être. Tu n'es plus seule, Céline. Je serai là, cette fois-ci. » Ces mots, si simples en apparence, résonnent en elle comme une promesse de renouveau. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir ne lui semble plus totalement bouché. 3 semaines après la révélation, Céline commence à ressentir cette étrange sensation de légèreté qu'elle avait oubliée depuis des mois. Comme si un poids invisible
s'était progressivement détaché de ses épaules, lui permettant de respirer plus librement. Cette vérité, si brutale soit-elle, lui a rendu quelque chose d'essentiel, la confiance en son propre jugement. Son travail de graphiste connaît un essor inattendu. Libérée de cette anxiété permanente qui la paralysait, elle retrouve sa créativité, cette audace qui caractérisait ses créations avant que sa vie personnelle ne sombre. Le bouche à oreille fonctionne, de nouveaux clients la contactent, séduits par cette énergie nouvelle qui transparaît dans ses projets. C'est lors d'une réunion avec un client potentiel qu'elle rencontre David. Architecte d'intérieur de 40 ans, divorcé depuis 3 ans, il dirigeait une petite agence spécialisée dans la rénovation de lofts parisiens. Leur collaboration professionnelle se noue naturellement autour d'un projet de showroom pour une marque de mobilier contemporain. « Votre approche graphique m'intéresse », lui dit-il en étudiant ses propositions. « Vous arrivez à créer de l'émotion sans tomber dans le démonstratif. C'est rare. » Leurs premières rencontres se déroulent autour de plans et de maquettes, dans cette ambiance feutrée des collaborations créatives. David possède cette qualité rare de savoir écouter vraiment, de comprendre les idées avant même qu'elles soient complètement formulées. Avec lui, Céline redécouvre le plaisir du travail en équipe, cette stimulation intellectuelle qu'elle avait perdue. Un soir, alors qu'il finalise les derniers détails du projet, il l'invite à dîner. « Pour fêter notre collaboration », précise-t-il avec cette délicatesse qui le caractérise. Le restaurant qu'il choisit reflète sa personnalité. Simple, mais raffiné, sans ostentation. Pendant le repas, leur conversation glisse naturellement du professionnel au personnel, sans jamais forcer l'intimité. « J'ai traversé un divorce difficile il y a quelques années », confie-t-il. « On croit connaître quelqu'un, et puis la vie vous révèle des facettes qu'on n'avait jamais soupçonnées. » Céline reconnaît dans ces mots l'écho de sa propre expérience. Cette méfiance nouvelle face aux sentiments, cette prudence acquise au prix de souffrances passées. « Le plus dur, c'est de retrouver la capacité de faire confiance, » répond-elle. « Oui, mais aussi de se faire confiance à soi-même, de croire à nouveau qu'on mérite d'être heureux. » Ces échanges, d'une simplicité désarmante, créent entre eux une complicité inattendue. David ne cherche pas à la séduire, ne déploie aucune stratégie de conquête. Il se contente d'être présent, authentique, disponible sans être pressant. Les semaines suivantes, leurs rencontres se multiplient. Expositions d'art, balades dominicales, café improvisé après le travail. Une relation qui se construit lentement, sans précipitation, comme si tous deux avaient appris la valeur de la patience. C'est lors d'une de ces soirées que Marc refait surface. Il l'attend devant son immeuble, adossé à sa voiture, l'air défait. Ses vêtements froissés, sa barbe mal taillée témoignent de semaines difficiles. « Céline, il faut qu'on parle. »« Nous n'avons rien à nous dire, Marc. »« Si, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Amélie m'a manipulée, je ne me rendais pas compte. » « Tu ne te rendais pas compte que tu volais de l'argent sur nos comptes ? Tu ne te rendais pas compte que tu couchais avec ma sœur ?» Sa voix reste calme, détachée. Cette froideur surprend Marc plus qu'une colère explosive l'aurait fait. J'étais perdue, Céline. Notre couple battait de l'aile et Amélie était là. Elle me comprenait. Elle te comprenait ? Ou elle te flattait pour mieux te manipuler ? Marc baisse la tête, incapable de soutenir son regard. Dans ses yeux, elle lit une détresse sincère, mais aussi cette faiblesse de caractère qui l'avait rendu si vulnérable aux manœuvres d'Amélie. « Que veux-tu exactement, Marc ? Te récupérer ? Nous récupérer. On peut recommencer, oublier tout ça. Non, nous ne pouvons pas. Et surtout, je ne le veux pas. Mais enfin, Céline, on a été heureux ensemble. Nous, peut-être. Toi, j'en doute. Tes propres mots au déjeuner familial ont révélé ce que tu pensais vraiment de moi. » Marc tente de protester, de minimiser cette phrase cruelle. Mais Céline lève la main pour l'interrompre. « Ce que tu as dit ce jour-là, c'était ta vérité. La seule chose honnête que tu aies jamais dite dans notre mariage. » Elle tourne les talons et s'éloigne, laissant Marc seul avec ses regrets. Pour la première fois depuis des mois, elle ne ressent aucune émotion particulière en le voyant. Ni colère, ni tristesse, ni même pitié. Juste une indifférence paisible qui sonne comme une délivrance. En montant chez elle, elle songe à David, à leur dîner de demain, à cette possibilité d'avenir qui s'esquisse doucement. La vie, enfin, recommence. L'automne s'installe doucement sur Paris, et avec lui,
Cette sérénité nouvelle que Céline n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Sa relation avec David évolue à un rythme qui leur convient à tous deux, fait de découvertes mutuelles et de moments partagés sans précipitation. Ils ont appris, chacun à leur manière, que l'amour véritable ne se construit pas dans l'urgence, mais dans la patience. Son entreprise de graphisme connaît un développement remarquable. Les recommandations se multiplient, ses tarifs augmentent naturellement, et elle commence même à envisager de déménager dans un appartement plus spacieux. Cette réussite professionnelle, qu'elle doit entièrement à son travail et à son talent, lui redonne une confiance qu'aucune relation amoureuse n'aurait pu lui apporter. C'est un mardi matin qu'elle reçoit un appel inattendu. Amélie, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis la révélation, sollicite un rendez-vous. Sa voix, à travers le téléphone, semble différente. Plus posée, débarrassée de cette assurance artificielle qui la caractérisait autrefois. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, » dit Amélie. « Mais j'aimerais te parler, te présenter mes excuses, si tu acceptes de m'écouter. » Céline hésite longuement. Une partie d'elle n'a aucune envie de rouvrir cette blessure à peine cicatrisée. Mais une autre partie, plus sage, comprend que cette conversation pourrait être nécessaire pour tourner définitivement la page. D'accord. Demain, 15h, au café de la place Saint-Sulpice. Le lendemain, Amélie l'attend déjà quand Céline arrive. Sa demi-sœur a changé. Son allure sophistiquée a laissé place à une simplicité qu'elle ne lui connaissait pas. Moins de maquillage, des vêtements plus modestes, comme si elle avait renoncé à jouer un personnage. « Merci d'être venue », dit Amélie en se levant. Elle s'installe face à face, et Céline observe cette femme qui a failli détruire sa vie. Étrangement, elle ne ressent plus ni colère ni rancœur, juste une curiosité détachée pour comprendre les motivations qui ont poussé Amélie à de tels extrêmes. « J'ai quitté Paris », commence Amélie. « Je vis maintenant à Lyon, chez une tante. J'ai démissionné du cabinet, bien sûr. Ma réputation professionnelle est ruinée. Et Marc et moi, c'est terminé depuis le jour des révélations. Il m'a rendue responsable de tout, comme s'il n'avait été qu'un pion dans mes plans. » Céline ne peut s'empêcher de sourire amèrement. Cette lâcheté de Marc, qui refuse d'assumer ses responsabilités jusqu'au bout, ne la surprend plus. « Pourquoi, Amélie ? Pourquoi avoir fait tout ça ?» Amélie baisse les yeux. Ses mains tremblent légèrement autour de sa tasse de café. « Parce que j'ai toujours eu peur de ne pas être assez bien. Papa t'aimait d'un amour inconditionnel. Tu étais sa vraie fille. Moi, j'ai passé ma vie à essayer de mériter sa tendresse. Papa nous aimait toutes les deux. Non, Céline, il m'aimait par devoir, par gentillesse. Toi, il t'aimait naturellement. Et quand j'ai vu que tu avais Marc, cet homme merveilleux qui t'adorait, j'ai voulu te prendre ce bonheur. » Cette confession, d'une sincérité douloureuse, éclaire d'un jour nouveau toutes ces années de rivalité sourde. Amélie n'était pas la sœur privilégiée qu'elle croyait, mais une enfant en quête de reconnaissance, prête à tout pour combler ce vide affectif. « Tu te trompes sur Marc, » dit doucement Céline. « Il ne m'adorait pas. Il me supportait, au mieux. Ses vrais sentiments, nous les avons entendus ce fameux dimanche. Je sais, j'ai découvert qui il était vraiment quand nous avons vécu ensemble. Cet homme que j'idéalisais s'est révélé faible, lâche, incapable d'assumer ses choix. » Elles restent toutes silencieuses un moment, digérant ensemble ces vérités amères. Céline réalise qu'elles ont été, chacune à leur manière, les victimes de leurs propres illusions. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demande Céline. « Recommencer. Apprendre à vivre sans chercher constamment l'approbation des autres. J'ai commencé une thérapie. Je travaille dans une petite étude d'avocat lyonnaise. Une vie plus simple, plus vraie. C'est bien. Et toi, tu as l'air épanoui. Je le suis. J'ai appris à me faire confiance, à ne plus douter de mes instincts. Et j'ai rencontré quelqu'un. Je suis heureuse pour toi, sincèrement. » Au moment de se séparer, Amélie pose sa main sur celle de Céline. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que c'est impossible. Mais j'espère qu'un jour, tu pourras ne plus me haïr. Je ne te hais pas, Amélie. Je ne ressens plus rien pour toi, ni haine, ni amour. Et c'est peut-être mieux ainsi. » Céline rentre chez elle avec cette sensation étrange d'avoir refermé un chapitre douloureux de sa vie. Le soir, au téléphone avec David, elle lui raconte cette rencontre. « Comment te sens-tu » lui demande-t-il. « Libre. Vraiment libre pour la première fois depuis des années. » Et c'est exactement ce qu'elle ressent.
Une liberté totale, la possibilité de construire l'avenir qu'elle mérite, avec les personnes qui la méritent vraiment. 6 mois plus tard, Céline contemple le panorama parisien depuis les fenêtres de son nouveau bureau. L'appartement qu'elle a pu s'offrir grâce au succès de son entreprise dispose d'une pièce entière dédiée à son travail, baignée de lumière naturelle. Sur son bureau trône l'invitation qui est arrivée ce matin. Marc et sa nouvelle compagne se marient dans 15 jours. Elle sourit en relisant le carton. Cet homme qui prétendait l'aimer éternellement a trouvé consolation en moins de 6 mois. Une femme plus jeune, bien sûr, qu'il a rencontrée dans un bar selon les ragots familiaux. Cette facilité avec laquelle il remplace les êtres révèle la superficialité de ses sentiments mieux que n'importe quel discours. Son téléphone sonne. David, comme chaque jour à cette heure. Alors, cette journée, productive. Et toi, comment avance le projet de la rue de Rivoli? Parfaitement. D'ailleurs, il faudrait qu'on se voie demain pour finaliser les visuels. Leur relation professionnelle continue d'enrichir leur complicité personnelle. Ils forment cette équipe rare où travail et sentiments se nourrissent mutuellement, sans jamais s'entraver. David, j'ai reçu une invitation au mariage de Marc. Tu comptes y aller? Bien sûr que non. Mais cela me fait réaliser à quel point j'ai changé. Il y a 1 an, cette nouvelle m'aurait anéanti. Aujourd'hui, elle me fait sourire. C'est la plus belle des victoires. Le soir, Céline dîne chez son père. Depuis la révélation, leurs relations se sont apaisées, enrichies d'une sincérité qu'elle n'avait jamais connue. Il a maigri, certes, mais ses examens médicaux récents se sont révélés rassurants. Le stress des derniers mois expliquait en grande partie sa fatigue. « Tu rayonnes, ma petite fille », dit-il en la regardant couper sa viande. « Cet homme te réussit. Ce n'est pas seulement David, papa. C'est moi qui me réussis enfin. » Michel les rejoint pour le dessert. Les relations avec sa belle-mère se sont également transformées. Libérée de l'influence toxique d'Amélie, elle redécouvre la femme bienveillante qu'elle avait été avant de devoir gérer les manipulations de sa fille. « Nous avons reçu des nouvelles d'Amélie », annonce-t-elle. Elle s'est installée définitivement à Lyon. Elle semble aller mieux. « Tant mieux pour elle », répond Céline sans animosité. Cette indifférence paisible surprend encore parfois son entourage, habitué aux réconciliations larmoyantes ou aux rancunes tenaces. Mais Céline a appris qu'on peut clore un chapitre sans haine ni regret, simplement en tournant la page. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », dit-elle en posant sa cuillère. Ses parents la regardent avec curiosité. David et moi emménageons ensemble le mois prochain. Le sourire qui illumine le visage de son père vaut toutes les bénédictions. Pour la première fois depuis des années, il voit sa fille vraiment heureuse, épanouie, maîtresse de ses choix. « Il a demandé ta main ?» plaisante Michel. « Nous n'en sommes pas là, et peut-être n'y serons-nous jamais. Nous construisons quelque chose de différent, basé sur le respect mutuel et la liberté de chacun. Cette conception moderne de l'amour, débarrassée des possessions et des promesses éternelles, reflète la sagesse acquise au prix de souffrances passées. En rentrant chez elle, Céline passe devant l'immeuble où elle habitait avec Marc. Ses fenêtres qu'elle a tant pleurées derrière, ces murs témoins de son effondrement ne lui inspirent plus aucune nostalgie. Une autre vie, une autre femme. Dans son appartement, elle range l'invitation de Marc dans un tiroir, avec tous ses souvenirs qu'elle ne jette pas, mais qu'elle n'expose plus. Puis elle s'installe à son ordinateur pour terminer le projet sur lequel elle travaille. L'identité visuelle d'une association d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Un engagement qui donne du sens à son talent. Vers minuit, elle reçoit un message de David. « Bonne nuit, belle âme. À demain pour construire de beaux projets ensemble. Belle âme. » Ces mots résument parfaitement ce qu'elle est redevenue. Une femme libre, forte, créative, capable d'aimer et de se faire aimer pour ce qu'elle est vraiment. Dehors, Paris scintille de 1000 promesses. Demain sera un autre jour, riche de possibilités infinies. Et pour la première fois depuis si longtemps, Céline s'endort en souriant, impatiente de découvrir ce que la vie lui réserve. La petite fille blessée d'autrefois a laissé place à une femme accomplie. Le cercle est complet.